La 8e édition du festival L'Histoire à venir se tenait du 15 au 18 mai 2025 à Toulouse et la région Occitanie autour de la thématique « À l'écoute ». Nous vous proposons de retrouver dans un instant l'une de ces rencontres et tables rondes dans le cadre de sa sous-thématique pérenne « Écrire l'histoire ». Bonjour à toutes et à tous, merci d'être si matinaux, c'est formidable pour un sujet aussi difficile à 10h du matin, un vendredi, de vous voir si nombreux. Ça fait plaisir. Il faut dire que nous avons beaucoup de chance ce matin, beaucoup de chance de pouvoir écouter Emilia Kustova. Donc simplement, je vous rappelle que l'Histoire à venir donc, est un festival qui est co-organisé par la librairie Ombre Blanche, que l'on remercie très très chaleureusement pour son accueil. L'université Toulouse Jean Jaurès à laquelle j'appartiens. J'ai oublié de me présenter, Natacha Laurent, je fais partie du comité scientifique de l'Histoire à venir. Donc Ombre Blanche, l'université Toulouse Jean Jaurès, le théâtre Garonne, qui est notre QG, comme vous savez, où on se retrouve tous en fin de journée et puis aussi parfois en fin d'après-midi, et puis les éditions Anacarsis. Donc notre festival a été fondé en 2016. C'est une construction, on va dire, presque héroïque chaque année, notamment sur le plan financier. Donc nous remercions très, très chaleureusement tous nos partenaires financiers, médias, logistique, tous les bénévoles aussi qui sont avec nous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire donc un don qui n'a rien d'obligatoire mais qui est assez souvent nécessaire, soit en ligne, soit à la sortie auprès de nos bénévoles, voilà, qui ont un beau t-shirt blanc et qui vous attendent. Voilà pour l'introduction. Donc je vous disais qu'on a beaucoup de chance de recevoir ce matin Emilia Kustova. Moi, c'est un livre que j'avais repéré depuis un certain temps et que je suis ravie de présenter et d'accueillir Emilia. Donc, Emilia Kustova est historienne. D'abord, vous avez fait, je ne sais plus si on est en vous en tout, des études à l'Université d'État de Moscou, et puis ensuite en France et en Italie, enfin surtout en France. Et aujourd'hui, vous êtes professeur d'histoire russe et soviétique à l'Université de Strasbourg. Alors, vos recherches portent sur, au départ, les commémorations bolcheviques. C'est un peu le début sur les commémorations de la Révolution. Et puis beaucoup ensuite, maintenant, sur les répressions staliniennes, sur la question des sorties de guerre, sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a déjà, voilà. Et sur les politiques, on va dire, vous touchez aussi aux politiques de mémoire, bien sûr, hein, dans la Russie contemporaine. Alors, cet ouvrage, donc, il faut que j'arrive à faire deux choses en même temps. Cet ouvrage, Déporté pour l'éternité, avec une photo qui est très intrigante, et peut-être qu'à un moment vous allez en parler, Emilia. Cet ouvrage, donc publié aux éditions de l'EHESS, c'est une collaboration avec Alain Blum. C'est pas la première fois, hein. Voilà, on a déjà eu un très très beau livre sur la Seconde Guerre mondiale avec Alain Blum, et je dirais pour présenter, pour commencer, que c'est une étape, à mon avis, très importante dans l'histoire des répressions et de l'ensemble répressif en Union soviétique. Parce que c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Quand on pense répression en Union soviétique, on pense goulag, on pense prison. Et là, ce dont vous parlez, c'est un autre aspect qui était jusqu'à présent beaucoup moins connu et sur lequel vous travaillez depuis de longues années, parce qu'en fait, ce livre est une somme, hein. Quand vous mettez le nez dedans, vous vous rendez compte que c'est des années et des années et des années de travail. Donc, ces déportations de masse. Voilà, parce qu'on ne faisait pas qu'enfermer. En Union soviétique, on déportait. Et Emilia, j'aimerais bien commencer. Alors, le livre est formidable. Il suit, en fait, hein, on suit les parcours, presque chronologiquement, mais aussi avec, évidemment, une organisation thématique. Alors moi, j'ai une question pour commencer. Ça permettra sans doute aussi au public de bien comprendre le cœur du livre. Et l'enjeu du livre, c'est les mots. Les mots pour dire ce mot de déporter. Et vous l'expliquez en introduction. Et je trouve que c'est passionnant. Comme en plus, on est à l'écoute des mots. Et Emilia est aussi traductrice, vous l'avez deviné. Voilà, je vous laisse la parole, Emilia. Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis merci pour l'invitation dont je me réjouis et qui me permet de parler donc, de cette recherche qui m'a occupée pendant des années et qui continue à m'occuper. Je pense que voilà, c'est un sujet tellement
important et lourd dont on ne peut pas se débarrasser une fois un livre terminé, article bouclé. Voilà. Alors la question sur les mots, c'est effectivement, on a eu beaucoup de discussions et de réflexions avec Alain Blum sur la façon de traduire ces réalités qui semblent à la fois très lointaines et méconnues, mais en même temps qui peuvent devenir apparaître comme familière et même trop familière, puisque voilà, quand on dit déportation, on pense à la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, les déportés juifs ou résistants ou autres catégories de population en Europe occidentale encore. Il n'y a pas que des mots qui viennent... il y a un mot, quand on pose ce mot, déportation, il y a toute une série de mots qui s'alignent derrière et qui peuvent parfois nous aider à décrire ce qui s'est passé en URSS, mais qui aussi, dans beaucoup de cas, nous mènent vers d'autres tragédies. Voilà. Il y a aussi des images, et vous avez évoqué donc l'image qu'on a placée sur la couverture de ce livre. C'est une photographie d'un photographe lituanien, Juozas Kazlauskas, qui a été lui-même déporté enfant et qui ensuite, à la fin des années 80, est revenu sur les lieux de déportation et des camps. Et lui, par exemple, il a fait, notamment sur les lieux des camps, il a pris des photos qui sont extrêmement fortes. Ce sont des photos, par exemple, une photo de train abandonné en pleine taïga. Voilà, le chemin de fer qu'on devine à moitié abandonné. Et on a pensé d'abord à cette photo-là. D'ailleurs, je pense qu'elle se promène quelque part sur Internet en association avec notre livre. Sauf que, évidemment, un train, un chemin de fer, ça fait penser à la Shoah, à nouveau. Voilà, donc... Au final, on a opté pour ce mot pour le titre, mais à l'intérieur du livre, on commence par expliquer longuement qu'il y a toute une... c'est plutôt les déplacements forcés, c'est aussi le nom de colons spéciaux, comme le langage soviétique administratif, policier, les désignés. Donc il y a déjà toute une multitude, tout un vocabulaire répressif et administratif qui se déploie derrière ce mot-là. Et moi, à vrai dire, j'aurais vraiment aimé... Voilà. Très bien, merci. C'est une des idées que j'ai. J'aimerais bien faire quelque chose aujourd'hui sur un colloque, une journée d'études, un workshop sur les mots des répressions soviétiques, parce que je pense que ces mots-là, ils forgent aussi notre représentation, notre compréhension de ce phénomène. Or, ces mots nous viennent des organes et des agents de répression. Voilà. Peut-on, doit-on les utiliser et comment ? Je pense que ça mériterait une réflexion plus ample. Alors dans le livre, vous parlez de relégués, vous parlez de exilés, vous parlez de déplacés. Tout ça, en fait, et on prend conscience en lisant le livre que le phénomène a été massif. Et vous rappelez qu'à la fin de la période stalinienne, il y a pratiquement autant de personnes. C'est ça le chiffre. C'est presque 3 millions, un peu moins de 3 millions de détenus dans les camps du Goulag et autant de déplacés spéciaux, colons spéciaux, relégués. Voilà. Alors, derrière ce mot, de quoi on parle ? De quoi on parle qui sont ces déplacés et pourquoi on les déplace ? Et bien après, on peut... La slide d'après, c'est la carte. Donc, si tu veux, on peut prendre la trajectoire. Voilà. Donc, qui sont-ils ? Ce sont des hommes, mais surtout des femmes et des enfants, qui ne sont pas envoyés dans les camps, mais qui sont déportés à des milliers de kilomètres de chez eux, et qui sont assignés à résidence, donc relégués. C'est pour ça que c'est un des termes techniques le plus juste serait peut-être des relégués. Ils sont relégués et assignés à résidence dans des régions éloignées, difficiles d'accès et toujours avec un climat extrêmement éprouvant. Donc dans l'extrême, peut-être qu'on peut passer à la carte comme ça. Ce sera plus parlant. Voilà, là, c'est magnifique. Une trajectoire qui conduit une famille au bord de l'océan Arctique. Mais bon, là, c'est vraiment le cas extrême dans tous les sens du mot. Et c'est l'expérience probablement la plus tragique de déplacement forcé de ce type-là. Donc ils sont envoyés là-bas. D'abord, parfois on leur indique la durée de leur exil, mais les autorités staliniennes ne respectent jamais leurs paroles, sauf quand c'est y compris quand ils disent que c'est déporté pour l'éternité.
puisque finalement, cette éternité sera heureusement bien courte, elle se terminera avec la mort de Staline. Voilà. Et pourquoi ont-ils été déportés ? La notion qui permet de le dire brièvement, c'est la responsabilité collective et notamment la responsabilité familiale. Cette responsabilité collective se joue à plusieurs niveaux. Donc, on est responsable et susceptible d'être réprimé parce qu'on est désigné bourgeois. Donc, c'est une sorte de responsabilité de classe. Si on est bourgeois ou koulak, c'est-à-dire paysan supposément aisé, donc on ne peut que être hostile à l'autorité soviétique. Donc, ou bien, responsabilité collective, vraiment la plus absolue, c'est celle qui est définie sur le critère ethnique. Donc, on est allemand soviétique, donc on a la malchance d'avoir dans son passeport, dans la rubrique nationalité, c'est écrit allemand ou c'est écrit tchétchène ou c'est écrit tatar de Crimée. On subit à un moment donné, tous ces groupes ethniques subissent à un moment donné une déportation totale. Toutes les personnes désignées comme allemandes sont déportées en août 1941. Par exemple. Ou bien c'est décliné de différentes façons, c'est utilisé ce principe est utilisé à différents moments, à tel point qu'on peut dire que depuis la fin des années 20, la relégation ou le déplacement forcé de familles entières devient vraiment forme une sorte de tandem avec la détention, arrestation et envoi vers les camps du goulag. Et juste une chose encore sur la famille, la responsabilité familiale. Donc c'est une autre déclinaison de ce principe de responsabilité collective. On peut être déporté, on est déporté parce que le mari, le frère, la sœur, la mère a participé véritablement ou pas, à telle ou telle activité qui est considérée comme anti-soviétique. Alors, et c'est ce type de déportation et de principe qui est beaucoup utilisé lors de la soviétisation brutale, violente, coercitive des régions que nous appelons occidentales, mais il faut certainement préciser, c'est qu'il s'agit des territoires d'Europe orientale et centrale qui ont été occupés et annexés par l'Union soviétique, d'abord en 1939-1940, donc suite au pacte Molotov-Ribbentrop, et ensuite reoccupés et reannexés à partir de 1944, et donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc là-bas, il y a à la fois une soviétisation coercitive très rapide, lors de laquelle les autorités moscovites cherchent à reformater ces sociétés, donc la société lituanienne ou celle de l'Ukraine occidentale ou lettonne, donc de les restructurer, reformater selon la recette soviétique qui ailleurs a été appliquée depuis 20 ans. Donc ils cherchent en quelques années à faire ce qui a été fait ailleurs en URSS en 20 ans. Et par ailleurs, dans ces régions-là, à partir de 1944, il y a une résistance anti-soviétique bien réelle, et ce qui explique qu'il y a donc beaucoup de familles où les hommes sont envoyés dans les camps, puisqu'ils sont accusés d'avoir résisté, souvent avec les armes, contre l'occupation de leur pays, et les femmes, les enfants, les personnes âgées sont envoyés en relégation. Alors, tu as dit tout à l'heure rapidement qu'en fait, ce n'est pas un phénomène qui est récent dans l'histoire soviétique, c'est-à-dire que les premières déportations, c'est la fin des années 20, donc c'est la période stalinienne quand même, c'est le début de la période stalinienne. Et là, le livre ausculte une période plus tardive, donc c'est ce qu'il y a c'est 1939-1991, comme tu viens de l'expliquer, mais ce n'est pas propre à cette période, hein, on est d'accord, donc ça, c'était juste pour le rappeler. Alors, je voudrais revenir sur les territoires, parce que là, on a l'exemple, donc, il y a beaucoup de choses sur la Lituanie et sur l'Ukraine occidentale dans ton livre qui sont évidemment centrales pour le sujet. Donc là, on a un trajet d'un Lituanien donc qui part, vous le voyez, de Kaunas et qui traverse. Alors, la carte est extraordinaire parce que vous avez les durées estimées de chaque trajet. Donc, vous voyez la durée de ce périple qui a été absolument épouvantable pour terminer là-haut. Je voudrais juste deux choses pendant que j'y pense. C'est que la différence par rapport, je pense que c'est important de le rappeler,
par rapport aux prisonniers. C'est-à-dire, quel est le rôle du système judiciaire dans tout ça? Voilà. Parce que qui condamne, voilà. En fait, tous ces relégués ou déplacés spéciaux, colons spéciaux, ils sont envoyés en exil sans être passés devant la justice stalinienne. Bon, vous savez très bien ce qu'a été la justice stalinienne. Donc, de plusieurs points de vue, on pourrait se dire, bon, c'est peut-être presque mieux, puisqu'ils n'ont pas fait l'objet de torture, interrogatoire, pression, etc. Mais en même temps, le fait de ne pas, même pas avoir été jugés, cela les met dans une situation face à un arbitraire total. C'est-à-dire qu'ils ont été déportés sur une simple décision administrative prise par tel ou tel organe. Ça varie selon la vague de déportation, selon l'endroit. Donc parfois, c'est le Conseil des ministres de la République concerné. Parfois, c'est encore un autre organe. Et donc, c'est toujours collectif. On désigne telle ou telle catégorie de population. Donc, cette catégorie est une construction policière et politique. Donc, les coups, par exemple... Parfois, on a l'impression d'être dans une sorte de théâtre de l'absurdité avec des... on revient à la question des mots, par exemple. Il y a une des catégories, ce sont les familles ou les proches des koulaks complices de bandits. Donc on fait des sortes de formules comme ça, composites, pour stigmatiser et pour désigner les personnes à déporter. Et bon, évidemment, souvent, c'est fait en utilisant les quotas, le principe soviétique bien rodé, notamment pendant la Grande Terreur de 37-38, où on définit le nombre de personnes à déporter ou à arrêter dans telle ou telle république, région, district. Donc et donc après, les organes locaux s'exécutent et souvent vont encore au-delà pour répondre à cette folie répressive. Alors, je me suis écartée, je pense, et la question, c'est... Oui, et donc, voilà, la différence de ne pas avoir été jugé, elle sera importante après 1953, donc après la mort de Staline, où les héritiers de Staline, et notamment Khrouchtchev, vont engager un démantèlement assez lent et assez arbitraire du goulag et du système de villages spéciaux, donc villages de relégation. Et là, ça aura toute son importance de relever de telle ou telle catégorie collective, puisque certains vont être libérés rapidement, comme par exemple les Allemands de la Volga, que j'ai déjà évoqué, ou les Tchétchènes, alors que d'autres, ces bourgeois nationalistes lituaniens, par exemple, ou ukrainiens, eux, ils devront... théoriquement, patienter jusqu'au début des années 60 et sans jamais savoir à quel moment leur libération va intervenir et sans obtenir le droit de revenir chez eux. Alors, on pourrait peut-être prendre l'exemple de l'Ukraine occidentale et de cette grande campagne de 1947, parce qu'il y a un des chapitres qui s'ouvre sur un document absolument incroyable, une carte, mais c'est quasiment une carte militaire. Hein, c'est la guerre, quoi. Hein. J'aimerais bien que tu parles de ça au vu, bien sûr, de l'actualité à laquelle on pense tous naturellement. Oui. Alors, effectivement, donc, l'Ukraine occidentale, elle est déjà frappée par des déportations massives dès son annexion en 1939. Donc, septembre 1939, au lendemain du début de la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques entre dans ce qui s'appelle encore à l'époque la Pologne orientale et qui va être rebaptisée dans le discours soviétique immédiatement Ukraine occidentale et Biélorussie occidentale. On revient à la question de mots qui ont un poids incroyable dans l'histoire et dans cette histoire en particulier. Et donc il y a les premières 3 vagues de répression entre 40 et 41, donc avant l'invasion nazie de l'Union soviétique, mais à ce moment-là, ces déportations-là frappent plutôt des populations identifiées par les soviétiques comme étant les piliers de la présence polonaise dans ces régions. Donc ça va être surtout des personnes identifiées comme polonais ethniques et surtout engagées dans le soutien à l'État polonais. Donc
Et donc finalement, les Ukrainiens ethniques vont être beaucoup moins touchés à ce moment-là. Par contre, donc toute l'action répressive, violente soviétique va s'abattre sur les Ukrainiens ethniques en premier lieu dans ces régions-là, donc à partir de 1944, avec le retour de l'armée rouge et aussi dans le contexte de cette résistance armée très importante, animée par l'armée insurrectionnelle ukrainienne et par l'organisation des nationalistes ukrainiens, donc l'OUN ou pas. Alors c'est dans ce contexte-là que donc déjà des premières déportations assez massive se déroule dès 1944. On retrouvera une des personnes déportées à ce moment-là tout à l'heure. Et puis après, ce sera la première grande vague de déportation de l'après-guerre en 1947, donc opération Ouest, qui frappe très durement les populations ukrainiennes, qui à la fois, surtout le milieu paysan, le milieu de l'intelligentsia ukrainienne engagée ou pas dans la résistance aux soviétiques et voilà, énormément de personnes déportées dès 1947 et après il y aura d'autres opérations encore. Mais là l'objectif de 1947, l'objectif de la déportation, il est différent là. Est-ce que tu peux le préciser? Alors là c'est vraiment, il s'agit d'écraser la résistance ukrainienne. En fait on dit, l'historiographie distingue et ça me semble assez important utile comme distinction. On distingue, disons, les déportations préventives menées en 39, 40, 41, quand l'Union soviétique agit selon ces critères sociopolitiques, voilà, pour dire un bourgeois ne peut être qu'opposé aux autorités soviétiques, donc il faut le déporter de façon préventive et avant même qu'il ne fasse quoi que ce soit, alors qu'après 1944, cette logique se maintient, mais il y a en plus une deuxième logique, celle punitive qui vise toutes les personnes qui s'opposent à l'occupation soviétique. Et c'est notamment le cas de l'opération menée en Ukraine en 1947, qui, à nouveau, les hommes ou les femmes engagées dans la résistance sont soit tués, c'est souvent le cas, donc ces personnes sont tuées, ou bien envoyées dans des camps du goulag. Par contre, leurs familles sont frappées par la déportation, qui, à ce moment-là, a aussi un effet, c'est pensé comme tel, une sorte d'effet, c'est pensé comme aussi un outil de la terreur. En fait, terreur, c'est faire peur. Donc, il s'agit de faire peur, de terroriser les populations pour que ces populations, notamment rurales, abandonnent tout soutien à la résistance et peut-être obligent leurs proches engagés dans la résistance de quitter la résistance pour préserver les familles. Et dans le livre, on a beaucoup utilisé les sources qui permettent justement de capter non seulement de capter ces logiques telles qu'elles sont conçues en haut, mais aussi de voir comment les populations qui sont victimes de ces politiques répressives, comment ces populations perçoivent cette politique, comment elles l'interprètent, comment elles cherchent à répondre et à survivre face à ce véritable rouleau compresseur d'une violence extrême, comme le montre le cas de cette dame. Cette dame à laquelle tu es très attachée, parce que on parlera des témoignages tout à l'heure, mais voilà, il y a eu tout un travail de collecte de témoignages. Elle fait partie. Tu nous parles un petit peu d'Olga ? Oui. Alors Olga Vidlovskaya, donc nous l'avons rencontrée. En fait, il faut peut-être quand même dire que notre livre, il s'appuie sur un travail mené au préalable par toute une équipe de chercheurs de différents pays, mais surtout français, qui, à la fin des années 2000, au début des années 2010, ont collecté à peu près 200 entretiens avec les anciens déportés, mais déportés de toute l'Europe orientale et de toute l'Europe centrale. Donc il y a même des Hongrois, des Polonais, des Lituaniens, des Ukrainiens parmi ces 200 témoins que nous avons interviewés.
Et cette personne, Olga Widlowskaïa, est l'une qui peut-être m'ont le plus marqué. C'était une dame très âgée, donc quand on l'a rencontrée en 2010, en fait, on est venu on était avec Alain Blum et une historienne locale. On est allé aussi dans la région d'Irkoutsk pour rencontrer les déportés les anciens déportés qui ne sont jamais rentrés chez eux. Et on ne s'attendait... En fait, ça s'est fait comme souvent dans la recherche, alors qu'on cherche à rationaliser ce qu'on fait et à le présenter comme une sorte de opération obéissant à un plan établi à l'avance. Bon, parfois c'est le cas, mais souvent il y a aussi des surprises. Et en fait, c'était nos premiers entretiens dans la région d'Irkoutsk se sont faits tout simplement à l'occasion d'un colloque auquel on a tous les deux participé. Donc on s'est dit, on va essayer de trouver ceux qui ne sont jamais rentrés. Et en fait, il se trouve que ceux qui ne sont jamais rentrés, ils sont très nombreux et ils sont souvent marginalisés dans la mémoire nationale de ces pays parce que justement, ils ne sont pas rentrés, ils ne sont pas présents, leurs voix sont absentes de ce récit collectif qui s'est formé très tôt, notamment dans les pays baltes. Et peut-être qu'on approfondira ce sujet, mais là, pour revenir à Olga, donc, on a découvert la présence de très nombreuses personnes d'origine lituanienne, ukrainienne, lettonne dans les régions d'Irkoutsk. Et par exemple, dans ce village-là, à Nikiley, en fait, on nous a raconté que dans les années 50, on parlait plutôt ukrainien dans les rues, puisqu'il y avait beaucoup plus d'Ukrainiens ou de Lituaniens que de Russes. Et plusieurs familles sont restées, dont donc Olga Widlowskaïa, qui a été déportée en 1944 avec ses 2 petits garçons, alors qu'elle venait de perdre son mari, tué parce que considéré par les soviétiques comme membre de la résistance. Visiblement, ce n'était même pas le cas. C'est-à-dire que, d'après Olga, il était plutôt du côté des soviétiques, mais il aurait été tué par comme beaucoup de personnes dans cette période d'extrême violence. Et elle se retrouve, donc elle est déportée avec ses 2 petits garçons, elle survit très difficilement dans cet exil, elle travaille très durement, seule, elle se bat, donc elle élève ses 2 garçons, et au moment donc, où on l'a rencontrée, elle approchait ses 90 ans, et elle était alitée. En fait, on nous a dit qu'il y avait cette dame, qu'on pourrait la rencontrer, et puis pendant qu'on faisait d'autres entretiens dans ce village, il y a quelqu'un qui est venu nous dire qu'elle était malade, elle pouvait pas, elle restait alitée. Et alors à ce moment-là, j'ai dit mais non, on va pas aller la voir puisqu'on va pas la soumettre à cette épreuve de parler, d'être enregistrée, etc. Et en plus, se montrer alitée. Et après, il y a eu à nouveau la personne qui nous a aidés sur place qui revient en disant non mais non, elle veut vraiment que vous veniez. Il faut aller la voir. Et donc on s'est dit bon. C'est le message qu'elle nous transmet, on va aller la voir. Et donc on l'a effectivement trouvée extrêmement affaiblie, presque mourante en fait. J'ai pensé même te proposer, mais bon, ça aurait été compliqué. Il suffit d'écouter le début de son entretien et la fin. On a l'impression vraiment que la voix s'effiloche et elle devient de plus en plus faible. Et à la fin, je faisais l'entretien en étant comme ça, quasiment visage contre visage avec elle pour entendre ce qu'elle disait. Et c'était extrêmement émouvant, extrêmement fort et extrêmement tragique comme récit donc, de cette femme qui se bat pour survivre et faire vivre ses enfants. Elle le fait dans son récit mêle l'ukrainien et le russe. En fait, en le réécoutant maintenant, je me suis dit même c'est surtout de l'ukrainien. En fait, on a plus que du russe. Et elle récite plusieurs poèmes en ukrainien, où elle chante aussi une chanson, mais qu'on va écouter. On va écouter, Lucas va venir nous aider. Et qui montre ce maintien de l'identité et de l'attachement à son peuple qui survit à 70 ans d'exil. Et les 2 fils sont restés? Ils sont restés, mais c'est très triste comme C'est très triste comme histoire. Ouais. Okay. Donc on n'en parlera pas. On a assez de tristesse par ailleurs.
В селі було тихо, ніч була спокійна. Аня, ніч була спокійна, в селі було тихо. Тихим ходом селом під'їжджала машина. Розлетілись кати попід наші хати, арештують друзів за підпільну працю. Так сиділи друзі 1,5 року. Випустили друзів слухати вироку. Вирок прочитали, на смерть засудили. Слопотів скоро стріл, друзі похилились. Прощай, Україну, прощай, рідна мати, за підпільну працю я дістав заплату. Tu traduis ou est-ce que tu veux que je lise page 169 Il vaut mieux. Oui. Vas-y, tiens. Merci. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est pas ça. Mais alors, c'est un tout petit peu. Parce que moi, je parle pas l'ukrainien à la différence d'Emilien. Non, moi non plus. Bon. Non, mais je peux comprendre devines. Quelques. Voilà. Et en fait, on a dans le livre, on traduit. Enfin, il y a la traduction et surtout sur le site, donc qui a résulté donc de ce travail de recueil d'entretien. Donc, il y a le site qui s'appelle Archives sonores Mémoire européenne du Goulag. Mais en fait, si vous tapez sur Google Archives sonores Goulag, vous tomberez là-dessus. Il y a les enregistrements avec les traductions, avec d'autres informations, mais alors cet extrait-là de poème décrivait l'arrivée de la police stalinienne dans un village, une sorte de descente dans le village, et qui fait la police qui amène des hommes et des femmes qui disparaissent à jamais. Et donc à la fin, le poème dit « Adieu mon Ukraine, adieu ma maison natale ». Ouais, à un autre moment, il y a des phrases qui sont magnifiques. Elle me dit je me suis retrouvée dans le Nord sans être coupable. Pour l'amour de ma terre et pour toi, mon Ukraine, j'ai été condamnée à 25 ans. Au jouet corde de la guitare, donner à mon pauvre cœur une réponse. Je suis une toute jeune fille, mais mon âme a 1000 ans. Voilà, des textes magnifiques et bouleversants. Alors voilà pour un exemple de ces itinéraires. Alors tu nous l'as dit, c'est déportés, ce sont beaucoup des femmes et des enfants, et c'est le cas d'Olga. Concrètement, ça se passe comment? Alors j'imagine, on le voit bien dans le livre, c'est très difficile de généraliser, parce qu'en fait, c'est des cas différents, et il n'y a pas il y a des procédures, mais il y a des formes, et il y a des lieux très différents, et il y a des histoires très différentes. Mais comment ça se passe? Voilà, ils partent, ils abandonnent absolument tout, on est d'accord? Ils partent sans rien. Ça dépend. Ça dépend. Voilà. Donc en fait, tu as tout à fait raison. Il y a d'une part, moi je trouve que pour un historien, cette histoire, elle est aussi, je ne sais pas si le mot fascinant convient, mais elle est très importante aussi parce qu'elle mêle de façon surprenante le collectif et l'individuel. Et on retrouve partout, dans toutes les situations, à tout moment, à la fois un très fort impact du collectif, donc collectif qui est forgé notamment, qui est avant tout répressif, c'est-à-dire ça vient de ces décisions prises en haut qui disent on va déplacer 40 000 personnes de telle région, de telle république, et selon telles conditions. Tout cela est décrit dans les documents officiels, qui ne sont pas publics à l'époque, mais voilà, qui déterminent tout cela et qui vont dire combien de temps les familles doivent avoir pour préparer leurs affaires, combien d'affaires ils vont pouvoir emporter avec eux. À la fin des années 40, il s'agit jusqu'à 2 tonnes d'objets, donc ce qui semble énorme, mais c'est rarement respecté. Voilà. Donc tout ça, c'est la dimension collective, répressive. À l'autre bout de cette histoire, on retrouve le collectif de la mémoire nationale qui est extrêmement forte et importante dans les 3 pays baltes. En fait, dans ces 3 pays, l'histoire de la déportation stalinienne, et notamment celle du 14 juin 1941, qui
a vraiment frappé des coups, enfin les élites avant tout, mais les élites comprises très largement. Et donc c'est ça qui a été une déportation aux conséquences particulièrement tragiques. Alors tout cela a conduit à en faire une sorte de pilier de la mémoire nationale. Donc il y a le récit collectif qui s'est forgé et qui domine aujourd'hui. Et entre ces deux moments et ces deux plans très collectifs, on a une multitude d'acteurs, de situations, de vécus, de perceptions, de vécus individuels, de perceptions individuelles, de mémoires individuelles, avec toutes les mémoires, avec toutes leurs lacunes, non-dits, refoulements, leitmotiv, etc. Et donc, par exemple, pour Olga, elle le dit, elle est jetée dans une charrette en plein hiver. Donc, ils viennent la chercher le soir en plein hiver. Elle est jetée en chemise de nuit. Donc, rien pour emporter pour elle, alors que c'est une veuve avec 2 petits garçons. Et c'est sa mère qui arrivera à lui transmettre quelques objets en payant, en soudoyant un gardien, puisque avant d'être déportée, Olga va rester pendant plusieurs semaines dans la ville locale, dans la ville, le petit centre local, en attendant que d'autres familles soient à leur tour arrêtés parce qu'il y a une rationalité économique et répressive. On ne va pas quand même envoyer juste une famille, on va attendre de remplir un wagon ou un train entier plutôt, et ensuite ils vont être déportés ensemble. Donc sa mère lui transmet quelques objets dont je raconte volontiers cette histoire parce qu'elle m'a frappée et je pense que ça en dit long aussi de plein de choses et pas que de l'histoire répressive soviétique. Donc, dans son récit, elle a évoqué à plusieurs reprises son édredon, donc l'édredon que sa mère lui passe en prison et qui la sauve à plusieurs reprises. C'est vraiment une sorte on a l'impression que c'est un objet magique qui sauve les enfants du froid d'abord dans le train, puis elle l'utilise pour cacher ses enfants quand ils attrapent. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, elle est dans le livre. Et puis à un moment donné, je lui demande, et alors cet édredon, qu'est-ce qu'il est devenu ? Et en fait, il est là. Elle soulève un drap et elle dit, il est là, comme une sorte d'évidence, alors que vous imaginez à quel point ce n'est pas évident, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, penser qu'on va utiliser le même objet domestique pendant 70 ans ou 80 ans. Donc c'est aussi un tout autre rapport à l'objet, à la matérialité, et ça m'a frappée, et j'ai fait un texte sur cette question, justement, sur les objets de l'exil, sur leur place à la fois dans le vécu, dans le quotidien, mais aussi dans la mémoire des déportés. Donc pour elle, c'est rien du tout. Pour d'autres familles, notamment à la fin des années 40, parfois, ça va être, sans aller jusqu'à 1 tonne ou 2 tonnes, ça pourra parfois comprendre des outils, par exemple des outils de menuiserie, des machines à coudre, parfois des appareils photo, parfois parfois des meubles même. Donc il y a en fait une grande diversité, mais cette grande diversité ne fait absolument, évidemment, je dirais, est quand même un peu écrasée, à la fois par la dureté des conditions qui s'appliquent à tout le monde, et aussi, d'autre part, par les récits collectifs qui se sont forgés par la suite. Alors, ils partent et ils arrivent. Ils arrivent dans un lieu dont ils ignorent tout, qui est en général absolument hostile, parce qu'après on va parler aussi de la dimension économique, c'est pas anodin dans tout ça. Ils travaillent. Alors, la place du travail dans tout ça. Alors, ils arrivent au bout de quelques semaines qui peuvent parfois être interminables. Donc là, à nouveau, il y a une diversité de situations entre un trajet relativement court de 10 jours et parfois 6 semaines. Ils arrivent, on les décharge des wagons, comme le disent. À nouveau, on retrouve la force et l'importance des mots. Donc, pareil, ça nous a frappé comment souvent les déportés, les anciens
anciens déportés se décrivaient comme étant une sorte de marchandise. Voilà, ils ont été déchargés des wagons, ils ont été ceci, cela. Et là, tout de suite, ils se retrouvent... ils se retrouvent dans le rôle de la main-d'œuvre, disons, servile. Voilà. C'est un des leitmotivs, une des images qui reviennent dans beaucoup d'entretiens. Ils se comparent à des esclaves. Ils décrivent une sorte de marché aux esclaves où les représentants des entreprises locales, que ce soit des fermes collectives, les kolkhozes, ou les chefs des mines, d'usines, viennent choisir la main-d'œuvre qui va travailler dans ces entreprises. Et là, évidemment, beaucoup décrivent la déception, parfois la rage de ces chefs d'entreprise soviétiques qui découvrent des femmes, souvent des femmes de familles paysannes, donc avec beaucoup d'enfants, ces chefs d'entreprise comprennent que ça risque d'être plus un fardeau qu'autre chose. Et donc ainsi, les déportés se retrouvent, on leur assigne ce rôle de main-d'œuvre qui est un fardeau. Ce travail est toujours extrêmement dur, pénible, dans les mines, dans les champs, à la coupe du bois, par exemple. Mais ce travail peut avoir aussi un rôle paradoxal, puisque pour ceux qui se trouvent capables de le porter, puisqu'il y en a, il faut peut-être le rappeler, que nous, on a interviewé ceux qui ont survécu et qui ont vécu jusqu'à tard. C'est pas, on a, c'est un biais. C'est un biais. Donc, pour ceux qui s'avèrent capables de porter ce fardeau de travail coercitif, ce travail peut, au bout d'un certain temps, devenir esquisser une sorte de, peut-être pas encore une porte de sortie de leur situation de stigmatisés, mais devenir une source de survie, un moyen de survivre et même de s'adapter, parce que ils vont travailler souvent à côté de travailleurs libres, si cette notion s'applique aux populations soviétiques dans leur ensemble. Ils vont donc être traités par les autorités locales un peu, pas nécessairement comme les autres, certes, il y a toujours la contrainte policière, mais finalement, aux yeux des directeurs d'entreprises, etc., ce sont des gens qui travaillent, qu'ils soient libres ou pas. Ce qui compte, c'est le rendement de leur travail. Donc, dans beaucoup d'entretiens, ce double rôle du travail est bien présent. À la fois un fardeau qu'on n'a absolument pas choisi, et en même temps quelque chose qui permet peut-être de se reconstruire et voire à retrouver de la dignité et du respect aux yeux des personnes qui les entourent. Parce que on en a peu parlé, mais il y aura peut-être des questions, on pourra revenir là-dessus. La dimension économique, elle est aussi importante. Il n'y a pas qu'une dimension politique, c'est-à-dire que tous ces gens sont envoyés dans des zones à conquérir, dans des espaces à conquérir et à valoriser. Donc c'est aussi... on reviendra peut-être sur les motivations des autorités. Bon, comme je respecte le temps. Je voudrais qu'on arrive à un autre point, c'est les relations, les liens que ces relégués conservent avec le monde d'avant, quoi. Alors, et là, il y a beaucoup de sources. Ah oui. Voilà. Il y a beaucoup de sources et c'est un sujet extrêmement riche. Donc, ces liens qui sont... En fait, l'idée, déjà, de la déportation pour les soviétiques, c'est notamment de couper les liens, avant tout. De couper les liens entre la paysannerie aisée et la résistance, parce que si ces liens sont coupés, la résistance lituanienne, ukrainienne ne pourra pas s'alimenter, elle ne pourra pas, voilà. Donc, couper les liens et extraire des sujets perçus comme hostiles. Donc, et d'où leur envoi dans des régions extrêmement, difficiles d'accès, éloignées, etc. En même temps, les soviétiques ne sont pas en mesure ou ne vont pas jusqu'au bout dans cette volonté-là,
puisque, contrairement à ce qui a pu se pratiquer dans les camps du Goulag à la fin des années 30 et pendant la guerre, la communication postale, par exemple, est autorisée. Et les colis, par exemple, sont autorisés aussi, parce qu'en fait, donc, beaucoup de familles de déportés survivent, surtout la première 1-2 années. Il y en a beaucoup qui survivent grâce aux colis que continuent à leur envoyer leurs familles ou leurs proches amis restés dans leur pays d'origine, enfin leur région d'origine. Et en fait, les autorités soviétiques ne s'opposent visiblement pas à l'envoi de ces colis parce qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer la survie des populations reléguées. Donc il y a une sorte de compromis non dit, implicite, qui s'établit. Or, cette communication épistolaire, ces colis, ce sont autant des moyens de maintenir des liens, d'alimenter les identifications avec le pays d'origine et la nation, l'idée nationale d'origine, et aussi de les transmettre aux enfants. Et là-dessus, il y a un effort important qui est porté notamment par les mères au sein des communautés lituaniennes, lettonnes, allemandes, ukrainiennes en exil. Et donc ces efforts portent sur la transmission de la langue, de l'imaginaire national, de l'idée nationale, même si on prend beaucoup de précautions pour ne pas exposer les enfants, mais ça passe souvent, à nouveau, par les mots, par la langue. On a Olga Vidlovskaya qui chante et récite des poèmes en ukrainien. On peut imaginer qu'elle l'a fait avec ses enfants aussi, mais je pense à un autre témoignage d'une femme estonienne qui a été déportée avec sa mère aussi, et qui raconte comment sa maman se promenait quand il y avait un peu de temps libre. Elle se promenait avec elle sortait dans la steppe sibérienne, enfin dans le sud de la Sibérie, et elle allait là-bas et elle lui récitait des poèmes en estonien ou bien décrivait les plantes, les fleurs en estonien pour transmettre la langue, et elle le faisait en s'éloignant de tout le monde pour ne pas susciter de soupçons. Et là, à nouveau, on retrouve une diversité de situations, puisqu'on a des témoins qui nous disent qu'il était strictement interdit de parler leur langue dans la rue. C'était vraiment... c'était confiné à la sphère intime, domestique, et puis d'autres qui disent on était tellement nombreux dans ce village que comment voulez-vous qu'ils nous interdisent de parler notre langue alors qu'on ne parlait pas le russe en plus. Voilà. Alors, donc il y a beaucoup de lettres qui sont, et ça c'est aussi quelque chose qu'on grâce aux travaux notamment de Larissa Zakharova, qu'on connaît désormais mieux sur l'intensité en fait des circulations à l'intérieur du territoire soviétique. On a toujours l'impression, nous, vu de loin, qu'il y a une censure et que ça coupe tout. Ben non, pas du tout. Ça circule énormément. Et alors, il y a d'autres lettres, d'autres types de lettres qui sont aussi en très grande quantité, qui sont une mine pour l'historien. C'est les lettres qui commencent à circuler après 1953. Voilà, donc on arrive à ce moment-là. Alors, je vais juste peut-être commencer par ce qui se trouve ici, juste pour ajouter. Alors, parmi ces lettres qui permettent de maintenir les liens entre au sein des familles, il y a un type de lettres particulièrement... touchant, frappant. Ce sont des lettres qui ont été écrites notamment pendant la guerre, donc pendant la période la plus difficile du point de vue matériel, et qui ont utilisé toutes sortes de matières pour écrire. Donc on retrouve des lettres griffonnées sur des formulaires administratifs, etc., etc. Mais il y a un type, encore une catégorie particulière, ce sont des lettres écrites sur des écorces de bouleau. Donc c'est vraiment quand il n'y a plus un bout de papier qu'on a recours à cette matière, et c'est cette lettre-là écrite par lui, c'est un détenu. Il se trouve dans un camp, c'est un Lituanien qui a été justement arrêté en 1941. Sa famille a été déportée, a été reléguée, et lui, il écrit de son camp en s'adressant à sa mère. En fait, il le fait en 1944, après 3 années où il a été impossible de correspondre
correspondre. Donc en fait, il écrit en disant qu'il vient de recevoir une première lettre de sa femme avec qui avait été exilée, déportée avec leurs enfants. Donc il vient d'apprendre que sa famille a survécu. Lui-même, il a survécu, mais il va mourir quelques mois plus tard. Et il s'adresse à sa mère en essayant de savoir ce qu'elle est devenue, sachant que la Lituanie a été occupée par les Allemands. Et c'est très bouleversant. En fait, il écrit ici. Là, il dit, voilà, cette lettre est adressée à ma chère maman, mais si maman n'est pas là, vous qui êtes là, s'il vous plaît, transmettez-la, et puis suit une liste de personnes, donc on imagine des proches, voilà, donc c'est vraiment une sorte de bouteille jetée à la mer, dans l'espoir qu'il y a quelqu'un de proche qui soit encore resté, qui soit encore en vie et qui soit encore en Lituanie. Voilà. Donc et il y a aussi la dimension presque absurde et en même temps tragique. Il y a ce timbre qui est sur l'écorce de bouleau. Moi, quand tu m'as envoyé ça, quand on le voit dans le livre, ça signifie beaucoup de choses. Oui, ça signifie beaucoup de choses. Non, c'est assez incroyable. Moi, j'ai un projet j'aimerais bien faire un livre sur les lettres. Sur ces lettres, il y a encore beaucoup de choses à faire, même si l'association russe Mémorial a mené un travail assez incroyable sur les objets, les lettres, etc. Et ça vient d'ailleurs de leur site, mais la lettre elle-même se trouve dans un musée en Lituanie. Non, en fait, si on regardait de près, vous voyez, il y a sur ces écorces de bouleau, on imite, on cherche à reproduire le standard de lettres, de cartes postales, et c'est fait en russe et en français. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Il y a marqué carte postale. Carte postale, почтовая карточка. Donc en fait, et là, pareil, vous voyez, c'est présenté comme si c'était une carte pré-imprimée, comme là on avait existé, sauf que c'est reproduit à la main sur un écorce de bouleau. Voilà. Donc ça, c'est un objet très particulier de 44. Et ensuite, c'est autre chose. Et ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est un autre type de lettre alors, ces lettres-là étaient connues et évidemment, valorisées par les muséologues, les familles, les historiens. Cette autre lettre était, non pas cette lettre, mais c'est dizaines de milliers de lettres comme celle-ci, ça a servi d'une sorte de mine pour nous avec Alain Blum. Et c'était une mine ou une ressource, en fait, qui jusque-là n'avait pas été valorisée par les historiens, curieusement. Ce sont des lettres, des requêtes, des demandes, qui ont été adressées par milliers par les déportés spéciaux aux autorités soviétiques, souvent aux autorités du plus haut niveau, au Kremlin, à Moscou, parfois à Vilnius. Et donc, dans ces dizaines de milliers de lettres, les déportés ont demandé leur libération, une autorisation de revenir chez eux, ou encore la restitution de leurs biens et avant tout de leur logement. On ne s'attendait pas, en fait, pareil, ça a été une surprise pour nous et on n'avait pas un plan préétabli pour étudier ces lettres, tout simplement en consultant notamment dans les archives de Vilnius, qui sont parmi les archives les plus ouvertes dans l'espace ex-soviétique. En consultant les dossiers des familles déportées, donc pour chaque famille, il y avait un dossier policier constitué. Et en consultant ces dossiers, on s'est aperçu que à la fin, quasiment tous les dossiers contenaient 1, 2, parfois 15 lettres de ce type. Et parfois, donc, il y avait de nombreuses lettres qui s'étalaient sur plusieurs années parce que telle ou telle famille avait commencé à réclamer sa libération peut-être encore en 1953, et a continué son combat parfois jusqu'à la fin des années 60. C'est-à-dire que ces personnes ont été libérées, mais elles se sont battues pour pouvoir rentrer chez elles, ou encore obtenir la restitution de leur maison. Et on s'est dit, en le constatant, on s'est dit, mais c'est d'une extrême richesse. Évidemment, on n'était pas les premiers historiens à constater l'importance de ce qu'on appelle les lettres aux autorités ou les lettres au pouvoir. C'était un phénomène très
très présent en URSS, mais ce qui est différent ici, c'est que ce phénomène a jusqu'à présent été d'habitude analysé à partir de fonds par exemple, du journal La Pravda, où on a, pour chaque cas, chaque personne en a une lettre. Et en fait, on ne sait pas ce que cette personne est, ce qu'elle est devenue après cette lettre. La plupart du temps, on ne sait pas quel traitement, comment cette lettre a été traitée. Alors qu'ici, on est dans une situation inverse. On sait qui sont ces personnes, on connaît dans la plupart du temps leur destin, et donc on peut explorer plein de choses. On peut explorer, analyser la façon dont ils construisent leurs arguments dans l'espoir d'être entendus par les autorités. On peut voir aussi la réponse des autorités, et c'est là qu'on a parlé d'une sorte de palimpseste, puisque si vous regardez cette lettre, vous avez donc voilà, ça c'est le texte. Visiblement, bon là c'est pas visible, mais dans le livre, on a beaucoup d'exemples où on voit très bien que cette lettre n'a pas été écrite par qu'il y a l'auteur de la lettre, mais il y a le scripteur. Et même le rôle de l'auteur, il y a peut-être plus qu'un auteur. Voilà, il y a quelqu'un qui veut s'adresser aux autorités, il y a celui ou celle qui est capable de construire un argumentaire, et encore peut-être une autre personne qui est capable de l'écrire en russe. Bon. Parce que là, voilà, on a analysé les cas de lettres soi-disant écrites par des Ukrainiens et des Lituaniens. Et souvent des paysans, donc ne maîtrisant absolument pas l'écrit en russe de cette façon-là. Donc il y a le texte qui est déjà une énigme en soi, donc avec toutes ces histoires derrière, et des relations aussi. Enfin, c'est derrière chaque une pratique comme celle-ci, il y a des relations au niveau local, et parfois aussi des relations plus distantes. Et puis par-dessus, voilà, tout ce qui est écrit en diagonale, avec différentes couleurs, ce sont des interventions des lecteurs. Et les lecteurs de ces lettres, c'était des policiers, parfois des députés à qui c'était adressé. Donc on peut aussi suivre tout un parcours bureaucratique et la façon dont ces arguments sont perçus par les lecteurs policiers ou politiques, qui vont souligner certains éléments, qui vont apposer en transmettant cette lettre dans un autre ministère, celui qui l'a lu va dire veuillez vérifier ceci ou cela et présenter un rapport sous tant de temps. Voilà, il y a toute cette histoire-là qui nous a semblé très intéressante et importante à raconter. Alors, on approche de la fin parce que je voudrais que le public puisse poser des questions. C'est une dernière photo que tu avais choisie pour l'après, pour l'après, qui n'est pas forcément synonyme de retour. C'est des histoires très complexes. Alors, peut-être en dire 2 mots et puis ensuite, je vous passe la parole. Voilà, donc effectivement, c'est une autre photo encore de Juozas Kazlauskas, de ce photographe lituanien qu'on a par ailleurs exposé à Strasbourg, à Paris. En ce moment, c'est à Fribourg. Et je le dis au cas où, s'il y a de l'intérêt, on a 2 expositions de lui qui peuvent circuler. Donc, on en parlera cet après-midi au Musée de la Résistance dans ces cas-là. Voilà, j'ai une petite idée. Bien. Alors, donc, Juozas lui-même, il a été déporté enfant dans la région d'Irkoutsk. Il a survécu et ensuite il a suivi une trajectoire, comme tant d'autres, il a suivi une trajectoire en fait très soviétique. Service dans l'armée, passion pour la photo, il se forme à la photo, il devient photographe et caméraman. Dans l'armée, il a suivi dans la marine dans l'Arctique, il se passionne de l'Arctique et donc à la fin des années 70, au début des années 80, il participe à de nombreuses expéditions et produit de très belles photos de l'Arctique. Sans composante répressive. Et puis, quand, dans la deuxième moitié des années 80, la perestroïka permet d'aborder tout ce
passé tragique et révoltant. Évidemment, ce processus-là va très vite dans les républiques telles que la Lituanie. Donc et là, ça devient dès 87-88 un véritable moteur de la lutte pour l'indépendance. Donc à ce moment-là, Juozas Kazlauskas s'engage dans un travail qu'on peut qualifier de mémoriel, puisqu'il va à la fois il va documenter tout ce qui se passe en Lituanie avec ses rassemblements, manifestations, mais aussi partir accompagner en 88-89 des groupes d'anciens déportés ou de leurs enfants qui se rendent sur les lieux de déportation où souvent se trouvent encore des tombes de leurs proches. Et ces groupes vont notamment ramener les restes des déportés lituaniens morts là-bas, vont les ramener pour les enterrer en Lituanie. Donc il y a une très forte dimension aussi symbolique. Et en fait, c'est une histoire extrêmement forte. Et là, c'est une des personnes qui a été enfant en déportation et qui retourne là-bas et qui se recueille sur un lieu où se trouvait son baraquement. Donc, et c'est à nouveau là, c'est un de ces endroits vraiment clés de la mémoire nationale lituanienne de la déportation stalinienne. Ce sont ces quelques îles, quelques villages dans le Grand Nord, sur les bords de la mer des Laptev, où plus de 3000 Lituaniens ont été déplacés en 1942 et alors plus de la moitié d'eux sont morts en un hiver, puisqu'ils ont été abandonnés là dans des conditions absolument inimaginables. Oui, c'est-à-dire que tu as parlé tout à l'heure de certains qui pouvaient partir avec des affaires, des vêtements, etc. Mais il y en a qui ont été, c'est des stratégies d'abandon en fait. Hein. Tout à fait, oui. Je vous passe la parole. Voilà, il y a un micro qui peut circuler ici. Ou alors le mien, je ne sais pas. Ça arrive. C'est bon, c'est bon. Merci déjà pour votre très belle discussion. J'avais une question précise sur, puisque vous parliez de l'articulation entre ce collectif et cette foultitude d'expériences individuelles. Est-ce qu'après la chute de l'Union soviétique, il y a eu, à la fois en Russie, mais aussi peut-être en Lituanie et en Ukraine, une émergence de revues ou de magazines d'histoire orale, justement, qui recueillaient ces témoignages ? Merci beaucoup pour votre question. Alors, en Lituanie, dans les pays baltes, il y a eu des activités justement importantes de recueil de cette parole et de publication de mémoire aussi. Voilà. Donc là, on a beaucoup de choses. Par contre, en Ukraine, cette histoire, elle est moins centrale. Elle est aussi souvent elle a été longtemps, disons, plus délicate, puisque, pourquoi moins centrale ? Parce que en Ukraine, l'incarnation, à juste titre, de la violence de la répression soviétique et de la domination soviétique, c'est évidemment le Holodomor, cette famine artificielle de 32-33. Et donc c'est autour de cela que l'essentiel s'est fait. Et il y a aussi, bien sûr, la grande terreur de 37-38. Mais or, cette expérience-là de Holodomor, ça concerne l'Ukraine orientale et l'Ukraine centrale, contrôlée par Moscou depuis 1919-20, alors que ces déportations-là ont frappé l'Ukraine occidentale. Donc déjà, ils n'ont pas les mêmes tragédies. Voilà. Ensuite, il y a pourquoi je disais que ça a longtemps resté délicat. Maintenant, évidemment, face à l'agression russe, ça est en train de changer rapidement. Mais ces déportations-là ont quand même eu tendance souvent à être vues comme comment dirais-je, pas aussi évidente à classer, parce que justement le discours soviétique les avait présentées, et pas complètement à tort, comme étant des actions dirigées contre les nationalistes de l'OUN ou pas, qui n'étaient pas nécessairement perçus comme des héros nationaux partout en Ukraine jusqu'à récemment. En fait, c'est ça aussi. Et même encore aujourd'hui, c'est pas aussi clair que ça. Donc, et par exemple, les populations d'Ukraine orientale ou centrale qui ont payé un très lourd
tribus dans la Seconde Guerre mondiale en envoyant des millions de soldats, etc., une partie de ces soldats ont peut-être participé à la pacification de l'Ukraine occidentale. Donc c'est compliqué comme situation. D'où le fait que l'histoire de ces déportations est beaucoup moins centrale et présente en Ukraine, mais il y a aussi, un peu plus tardivement qu'ailleurs, des efforts ont été faits pour recueillir les entretiens. C'est aussi le cas en Moldavie, ou Moldove, on n'en a pas parlé, mais là aussi, il existe des initiatives de ce type. En Russie, ça s'est fait. Il y a eu à la fois beaucoup d'intérêt pour l'histoire orale, il y a eu beaucoup d'intérêt pour les déportations, mais bien entendu, aujourd'hui, la situation est complètement différente. Voilà. Merci. J'ai 2 questions concernant ces questions de déportation. Il y a d'une. Donc vous évoquez les déportations, notamment, on va dire entre guillemets, même si elles ont un caractère collectif, mais elles sont sur des motivations un petit peu individuelles, si j'ose dire, de ennemis du peuple, etc. Il y a eu aussi, notamment à partir de 1943, toutes les déportations collectives de peuples, comme les Tatars de Crimée et d'autres. Enfin, il y en a vraiment beaucoup, qui n'ont pas forcément été dans des camps, mais déplacés de force et très rapidement. Pour les Tatars de Crimée, c'est je ne sais plus combien, 200 000 en quelques jours. Est-ce que vous avez travaillé un petit peu aussi sur ce sujet-là, des peuples déportés et du retour ou non de ces peuples? Et un autre, c'est plus une anecdote, mais qui peut-être est un objet d'histoire intéressant. J'ai eu l'occasion de connaître une personne qui avait fui la Russie en 2022 parce qu'opposée depuis de longue date à toute la politique et qui en pouvait plus en 2022, qui dit je veux plus vivre dans ce pays. Elle-même, elle était petite fille d'une déportée donc sa grand-mère avait été déportée. En fait, on ne sait pas ce qu'est devenu la famille de sa grand-mère parce que sa grand-mère après est restée à Magadan en Sibérie et a fondé une famille là-bas, où avait ses enfants. En tout cas, elle n'a jamais parlé du fait si elle avait des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des amis, des cousins, etc. Donc en fait, c'est comme si c'était un temps zéro. C'est à la fois Adam et Ève, la grand-mère, si vous voulez, pour elle. Il n'y a plus d'histoire avant. Et est-ce qu'il y a beaucoup de cas comme ça, de gens pour qui l'histoire... Finalement, il y a une histoire familiale qui s'arrête au moment de la déportation et tout disparaît, table rase, et il y a une nouvelle histoire qui commence. Alors, merci beaucoup pour ces questions. Alors, pour la première, pour une fois, je vais être courte, ou essayer d'être courte. Non, on n'a pas travaillé sur ces déportations-là. Justement, on a pris comme point de départ 39 pour ne pas nous engager à travailler sur l'histoire de la déportation dite Kulak. Et d'autre part, on s'est concentré sur les territoires annexés après 1939. Donc, les Tatars de Crimée, les peuples du Caucase, les Kalmouks ne sont pas concernés. C'est encore une autre histoire. Évidemment, les pratiques policières sont les mêmes. Les logiques ne le sont pas elles sont en partie similaires, mais pas à 100%, parce que, justement, dans le cas de ces peuples, c'est tout le groupe ethnique en entier qui est déporté. Alors que dans le cas des Ukrainiens d'Ukraine occidentale, des Lituaniens, des Baltes, ce sont des membres de ces communautés nationales, mais qui sont sélectionnés selon certains critères qui sont visés. Alors maintenant, concernant votre deuxième question, cette histoire est très intéressante, mais elle ne m'étonne pas complètement, mais je pense que c'est en fait, d'une part, je pense qu'elle est probablement ce type de situation qu'on retrouve dans beaucoup de familles russes ou soviétiques qui ont notamment été frappées par la Grande Terreur ou les répressions des années 30 et où tous les liens étaient coupés, la vie recommençait à zéro si elle recommençait. Je pense que cette situation est peut-être moins typique de ces populations que nous avons étudiées, les Lituaniens, les Ukrainiens d'Ukraine occidentale, pour différentes raisons, mais notamment parce qu'il y avait en fait quelque chose qu'ils pouvaient opposer à cette machine répressive stalinienne. Ce quelque chose, c'était leur identité nationale, qui était construite, et qui était vraiment positionnée comme étant en opposition totale
à Staline. C'était beaucoup moins le cas, évidemment, des populations soviétiques et russes. Et puis, deuxième chose à ce propos, c'est que je pense que par définition, presque, les familles qui recommencent leur vie, elles se retrouvent en dehors du regard historien, puisque nous ou d'autres historiens qui travaillent sur cette histoire, on va chercher ceux qui ont maintenu les liens, qui ont valorisé ou conservé leur mémoire de répression d'avant et d'après. D'autres questions? Oui. Oui, bonjour. C'est très intéressant tout ce que vous nous avez confié. Je voulais savoir si vous aviez des données plus précises sur les populations du Grenne sud-carpatique dont les terres ont été annexées par Staline en dernier. Et je voulais vous demander si vous pouviez faire un petit pas de côté, c'est-à-dire que là on parle de l'exil forcé. Et qu'en est-il de l'exil soi-disant choisi en France ou aux États-Unis, et comment ces populations ont pu le faire, dans quelles conditions ils ont pu partir de leur soi-disant plein gré, ce qui n'est pas forcément le cas. Merci beaucoup pour ces deux questions, pas faciles. La première, je pense que je vais en partie sécher dans le sens où on a quelques entretiens avec les Ukrainiens, les personnes originaires de l'Ukraine subcarpatique. On n'a pas travaillé sur cette zone en particulier, et ça reste quand même très minoritaire dans notre à la fois dans notre collection d'entretiens et dans notre livre. Ce n'est pas un choix, c'est juste, il est absolument, c'est une histoire qui a concerné des centaines de milliers de personnes, et on ne prétend pas à l'exhaustivité. Ce qu'on cherche à montrer dans le livre, notamment, c'est des logiques et des expériences qui sont à la fois collectives et individuelles. Alors, pour votre deuxième question sur l'exil, que effectivement on aurait du mal à vraiment qualifier de choisi, parce que il s'agissait donc la plupart du temps, il y a différentes situations, différents moments aussi, mais j'imagine que vous vous référez à cette vague de départ en 1944-45, des Baltes, des Ukrainiens, des Biélorusses, des Polonais qui fuient devant l'avancée de l'armée rouge et qui cherchent qui décident de quitter leur patrie parce qu'ils redoutent l'arrivée des Soviétiques ou le retour des Soviétiques. Il y a une multitude de situations derrière ce panneau général. Il y a parmi ceux qui fuient, il y a des personnes qui vraiment ne le choisissent pas parce que les Allemands les obligent à partir, parce que soit ils ont besoin de main-d'œuvre, soit c'est aussi dans certains cas une sorte de tactique de terre brûlée. Voilà, il y a ce cas de figure. Il y a le cas de figure par exemple, des familles appartenant plutôt aux élites, je pense à nouveau au cas balte, qui ont déjà subi des répressions en juin 1941 et qui sont convaincus que cette répression, elle va reprendre avec le retour des Soviétiques, et donc ils le font, ils choisissent l'exil. Il y a aussi le cas de ceux qui ont collaboré avec les Allemands de telle ou telle façon. Évidemment, la question de collaboration, on ne pourra pas la régler en 3 minutes, puisque derrière cette notion, il y a une multitude de situations. Il y a le cas de ceux qui ont, par exemple, assumer les activités de médecin en chef d'un hôpital, parce qu'il faut bien soigner les populations pendant l'occupation allemande. Et il y a ceux qui ont participé aux crimes contre l'humanité ou aux crimes de guerre pratiqués par les Allemands. Donc il y a vraiment une multitude de profils et de situations et de comportements. Et cette multitude, toutes ces formes-là toutes ces différentes situations et comportements et expériences de l'occupation nazie peuvent conduire des individus ou des familles à décider de partir devant l'avancée des troupes soviétiques. Et ces gens-là vont se retrouver, notamment dans les camps des DPs. Ils vont connaître, pour ceux qui sont des Baltes et des Ukrainiens occidentaux, d'Ukraine occidentale, ils ne vont pas, la plupart du temps, ils ne vont pas subir des rapatriements forcés qui ont pu viser
d'autres catégories de populations soviétiques, d'origine soviétique. Voilà. Eux, la plupart du temps, ils vont pouvoir rester dans les pays occidentaux. Il y aura un certain mouvement de retour, de rapatriement volontaire, et puis, ils vont se retrouver, ils vont constituer des diasporas importantes, notamment, enfin, beaucoup moins en France, mais beaucoup aux États-Unis, au Canada, dans le monde anglo-saxon. Voilà. Bonjour. Je voulais savoir revenir un petit peu plus sur l'intime, et notamment de la famille. Vous disiez qu'on interdisait aux gens de parler leur langue maternelle dans la rue, etc. Sachant que les enfants, certainement, étaient soumis à des phénomènes d'acculturation via l'école et aussi les jeunesses soviétiques. Comment, à travers les témoignages que vous avez pu recueillir, quelles ont été les trajectoires? Alors évidemment, je sais qu'il y en a autant que de familles, mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Alors, merci beaucoup pour cette question, qui nous fait revenir vraiment au cœur de nos interrogations dans le livre. C'est effectivement, on a constaté, il y a l'apprentissage du russe qui va beaucoup plus vite pour les enfants qui vont à l'école. L'école se fait entièrement en russe. Il n'y a pas d'école en lituanien, en ukrainien, évidemment. En tout cas, pas d'école autorisée. Donc, ils apprennent le russe. Ils servent très vite d'interprètes pour leurs enfants. Donc, ça, c'est un rôle important. Et puis, ils se retrouvent, aussi bien ces enfants que leurs familles, face à ce qui n'est pas nécessairement formulé comme un dilemme explicite, mais face à cette question, est-ce que cherche-t-on à vraiment se fondre dans cette société pour faire baisser la stigmatisation, pour augmenter les chances de survivre, pour permettre peut-être aux enfants d'aller au-delà et de faire des études, de quitter ces villages, parce que partir faire des études ailleurs, c'est pas complètement exclu. Bon, c'est très difficile avant 53. Après, ça deviendra beaucoup plus facile et rapidement. Donc voilà, est-ce qu'on refuse tout contact avec la sphère soviétique, mais au prix de l'avenir condamné pour les enfants. Donc c'est extrêmement difficile. Moi maintenant je regrette, je pense que si je pouvais refaire les entretiens aujourd'hui, j'aurais essayé peut-être d'avoir plus d'informations pour savoir est-ce que cette question s'est-elle vraiment posée, a-t-elle été discutée. On a très peu d'éléments là-dessus. Ce qu'on a par contre comme éléments, ce sont tous ces signes de ce qu'on a appelé une soviétisation paradoxale. Mais je précise toujours que la soviétisation, il ne faut pas le comprendre uniquement comme le fait de devenir, ou pas tellement même comme le fait de devenir un patriote soviétique. Soviétisation, c'est adopter les pratiques sociales, culturelles de cette société-là, qui, entre autres, qui peuvent comprendre le fait de devenir membre des jeunesses communistes, le Komsomol, mais ça peut aussi comprendre le fait de participer à comment ça s'appelle? Non, c'est pas le troc, toutes ces pratiques informelles, les sociabilités qui peuvent être liées au monde du travail, mais qui dépassent ce cadre-là. Donc, c'est vraiment toute une palette de pratiques très variées et qui ne sont pas toutes idéologisées. Donc, cette soviétisation-là, elle est clairement en cours chez beaucoup de déportés. Elle ira beaucoup plus loin chez ceux qui vont rester vivre en Sibérie, par exemple, c'est logique. Mais tous ces signes seront aussi très présents, même chez ceux qui vont revenir dans leur pays d'origine. Et en fait, moi, j'ai été rendue sensible à cette question parce que j'ai commencé le travail sur cette thématique par des entretiens menés dans la région d'Irkoutsk. Mais ensuite, quand j'ai écouté les entretiens recueillis par mes collègues au sein de ce projet, par exemple en Lituanie ou en Ukraine, j'ai été frappée de voir que ça y apparaissait aussi. Mais ça apparaissait avec, si vous voulez, avec l'ajout de guillemets. C'est-à-dire que ceux qui, dans les années 2000, les Lituaniens, les Ukrainiens qui ont parlé de cette histoire-là, ils l'ont fait déjà depuis une situation très différente où ils posaient un regard souvent ironique sur leur passé soviétique. Certains ont raconté comment ils ont, dans les années 70, 80, comment ils ont pris des distances avec ce passé-là. Et donc, mais c'est très intéressant. J'aime bien citer
un entretien avec un Lituanien, rentré en Lituanie, actif dans les années 80-90, très actif dans le mouvement pour l'indépendance lituanienne, et comment il dit, dans une sorte de phrase très longue, il dit moi j'étais rentré de Sibérie, j'étais un vrai soviétique, j'étais rentré avec tout ça, et puis il énumère en mêlant les noms des écrivains éminemment soviétiques et les personnages de ces romans, romans soviétiques, comme Ostrovsky, comment l'acier fut trempé, Gaïdar, etc. Et donc il les mêle, c'est une sorte de suite de noms qui pour lui incarnent l'identité soviétique, l'identité dont il a été porteur à un moment donné et dont il a pris vraiment des distances par la suite. Une dernière question. S'il n'y en a pas, moi, il y en a une qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, c'est celle des enfants. Parce que, évidemment, on t'écoute et on ne peut pas ne pas penser à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Et on sait que plusieurs dizaines de milliers d'enfants ukrainiens ont été déportés. Est-ce que, dans ce que tu as vu, il y a des enfants qui sont déportés sans leur mère, sans leur famille, ou pas? Est-ce qu'il y a ça? Alors, il y a de cela, mais ce sont des cas très particulier, c'est-à-dire, c'est très tragique de le dire, mais moi je pense que Poutine va beaucoup plus loin dans sa volonté de détruire l'identité et la nation ukrainienne. C'est vraiment chez lui, c'est conçu, pensé comme tel, et cette action-là de déporter les enfants ukrainiens aujourd'hui, en les confiant à des familles russes, en faisant changer leur nom, en effaçant tout de leur histoire familiale et tout de leur identité, c'est vraiment une volonté de génocidaire, dans le sens où d'effacer une nation, une identité nationale. Dans le cas stalinien, c'est différent. Enfin, il y a des cas d'enfants déportés seuls, mais justement, ces cas-là sont signalés rapidement parce que c'est tout le paradoxe des déportations forcées staliniennes. C'est que d'une part, on tue, on arrache, on détruit les vies, les familles en les déportant, mais ces gens qui se retrouvent en exil, par exemple un enfant qui ne peut pas survivre seul et qui est menacé de mort, les autorités locales vont chercher à en faire quelque chose. Ils ne vont pas l'abandonner et donc ils vont chercher à le placer dans un orphelinat, etc. Donc avoir ces enfants seuls, tout comme avoir des personnes âgées déportées sans le reste de la famille, c'est embêtant pour les autorités soviétiques. C'est un souci supplémentaire, donc on évite. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver Emilia cet après-midi dans une très belle table ronde sur la radio et les usages politiques. Donc vous pourrez continuer à l'écouter toujours sur son terrain. Elle peut aussi dédicacer son livre, même si c'est très particulier, mais c'est un livre, vous l'avez compris, absolument formidable. Merci beaucoup, Emilia. Merci beaucoup, Natacha. Merci. Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée lors de l'édition 2025 du Festival L'Histoire à venir du 15 au 18 mai. Festival d'histoire interdisciplinaire conçu par l'Université Toulouse-Jean Jaurès, la librairie Ombre Blanche, le Théâtre Garonne et les éditions Anacarsis. Réalisation et mise en onde Radio Radio.